Bonjour Elsa, bonjour à tous. La semaine qui s'est écoulée a été féconde en événements en France et à l'étranger. Après des mois de déchaînement de haine antisioniste et antisémite, ce qui devait arriver arriva. Vendredi 17 mai a été perpétré un attentat contre la synagogue de Rouen. Un individu est parvenu à jeter à l'intérieur de l'édifice un cocktail Molotov, provoquant un début d'incendie, heureusement maîtrisé rapidement. Cette atteinte au bien revêt un caractère symbolique. Rouen abrite la maison Sublime, vestige d'un bâtiment juif construit vers 1100 et découvert fortuitement en 1976 sous la cour d'honneur du palais de justice. La maison Sublime, qui tire son nom d'une inscription murale en hébreu issue du livre des rois, que cette maison soit toujours sublime, est le plus ancien monument juif de France et sans doute d'Europe. Des recherches archéologiques ont permis d'établir qu'il s'agissait d'une synagogue, demeurée en fonction jusqu'à l'expulsion des Juifs par Philippe le Bel en 1306. Elle atteste la présence millénaire du judaïsme sur le territoire français. 2 jours plus tard, le 19 mai, on trouvait la mort dans un accident d'hélicoptère alors qu'il revenait d'un voyage en Azerbaïdjan, le président iranien Ebrahim Raïssi et le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian. Une région montagneuse, des conditions météo exécrables, un matériel hors d'âge dont l'entretien est rendu ardu par les sanctions états-uniennes contre les mollahs. Les causes de l'accident sont évidentes. Néanmoins, les théories les plus farfelues impliquant la responsabilité d'Israël n'ont pas tardé à se faire jour. Certains commentateurs ont même accordé du crédit à la rumeur que le pilote se dénommerait hélicoptère. Plus sérieusement, même si le pouvoir en Iran réside davantage chez le guide suprême que le président, la question de la succession renforce encore l'incertitude et les dangers de la période actuelle. Au plan international, même si le protocole l'exigeait, l'hommage solennel rendu le 20 mai par le Conseil de sécurité de l'ONU à celui qui fut responsable dans les années 1980 de la torture et de l'exécution de milliers d'opposants politiques, celui qui fut surnommé le boucher de Téhéran, est une injure à ses victimes et aux hommes et femmes du mouvement Femmes, Vie, Liberté, que le gouvernement islamique continue de réprimer violemment. Le même jour, alors qu'il était en discussion avec l'administration israélienne pour qu'elle lui présente la façon dont elle mène la guerre à Gaza et qu'elle dissipe les critiques qui lui sont adressées, le bureau du procureur près la Cour pénale internationale a rendu publique une requête auprès de la CPI visant à l'émission d'un mandat d'arrêt sur le fondement de crimes de guerre et crimes contre l'humanité lors des opérations à Gaza, à l'encontre du Premier ministre Benyamin Netanyahou et du ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que de plusieurs chefs du Hamas, dont Ismaël Haniyeh, Mohamed Def et Yahya Sinwar, l'architecte de l'attaque terroriste du 7 octobre. Cette mise en cause par une instance internationale à laquelle Israël n'est pas partie pose plusieurs questions. Pourquoi mettre en cause Israël et pas tant de pays où les violations du droit humanitaire ont causé bien plus de victimes, comme le président iranien décédé ou le président syrien qui a tué des centaines de milliers de ses concitoyens? Au regard des statuts même de la CPI, instance de dernier ressort compétente seulement lorsque les juridictions nationales ne sont pas en mesure de sanctionner les violations du droit humanitaire, comment peut-on mettre sur le même plan Israël, pays démocratique qui cherche à épargner les civils, les siens comme ceux de l'adversaire, et le Hamas, mouvement terroriste, qui revendique au contraire d'occasionner le plus de victimes civiles possible pour alimenter sa lutte dans le sang des martyrs? La condamnation par le président Joe Biden de la mise en cause d'Israël par le procureur de la CPI a été immédiate. Mélange sans aucun doute de convictions intimes, de la nécessité politique et juridique pour le président des États-Unis, le gendarme du monde, de limiter l'action de la CPI avant qu'elle se penche sur les interventions américaines, et considération électorale en cette année d'élection, alors que son concurrent Donald Trump peut se targuer que les accords d'Abraham, signés sous sa présidence, sont demeurés inébranlables malgré la guerre à Gaza. Sur le plan national, l'intervention du procureur met en évidence un double problème dans le traitement de l'information par les médias et d'instrumentalisation politique. Les dépêches des agences de presse et chaînes d'information comme l'AFP et France Info ont titré sur une mise en accusation de Benjamin Netanyahou par la CPI. L'information est à la fois prématurée et partielle, ce qui incite à s'interroger sur le caractère partial des médias concernés. D'une part, il ne s'agit pas d'une décision de la CPI, mais d'une requête de son procureur. D'autre part, on l'a vu, la requête est plus large que la seule personne du Premier ministre israélien. L'occultation de ces faits a permis aux responsables de la France insoumise de poursuivre leur entreprise de démonisation d'Israël et d'alimentation de la haine antisémite en France. L'attentat de Rouen l'a montré. En 2024, ce parti politique qui a quitté l'arc républicain constitue un danger vital pour les Français juifs.